Le gouvernement a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes, et notamment des violences conjugales, une de ses priorités, une des grandes priorités du quinquennat. J'ai souhaité pour ma part décliner cette priorité à l'échelon départemental, et je l'ai fait par la reconduction d'un protocole départemental sur les années 2019-2021, protocole qui associe le procureur général, qui associe les trois procureurs du département et qui a pour objet de faciliter l'action des acteurs. Dans un département comme le nôtre, nous avons eu en 2018 trois tentatives d'homicide, un homicide ou un féminicide, même pour employer un terme peut-être plus adéquat encore. Et c'est évidemment quelque chose d'important dans un pays où tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Il convenait donc d'être particulièrement mobilisé et par ce protocole d'apporter des outils très concrets. Effectivement, les violences intrafamiliales constituent un axe majeur de la politique pénale des parquets, d'une manière générale, et des parquets de la Seine-Maritime, de Rouen, du Havre et de Dieppe. Ce qui nous importe, c'est effectivement de pouvoir mener, à partir d'un signalement, à partir d'une plainte, de pouvoir mener rapidement effectivement une enquête et donc d'appeler à la plus grande réactivité des officiers de police judiciaire qui vont conduire ces enquêtes. Et ce qui nous importe également, bien évidemment, c'est de connaître très rapidement l'environnement de la plaignante, de la victime, de manière à anticiper assez rapidement sur la question de l'opportunité ou non d'une mesure de protection qui s'intégrera nécessairement dans le débat et de l'orientation de la procédure. Les violences conjugales, elles touchent l'intégralité de la société, tous les types de couples, toutes les formes de conjugalité, mais elles touchent en grande majorité les femmes. Elles vont puiser ces racines dans la domination historique des hommes sur les femmes et surtout dans les stéréotypes sexistes qui vont banaliser les violences dans le cadre des relations amoureuses. Elles peuvent arriver très tôt dans les relations amoureuses, parfois même dès l'adolescence, et surtout, elles existent à tous les stades de la vie du couple. Sauf qu'on constate quand même qu'elles sont plus fortement présentes au moment des grossesses et des séparations. Et c'est d'ailleurs dans le cadre des séparations que la majorité des féminicides ont lieu en France. Au sein d'un couple, il peut y avoir des discordes, des disputes, mais entre les partenaires, ça peut s'équilibrer. C'est une relation qui finalement reste horizontale, où l'un n'a pas toujours le dessus sur l'autre, n'est pas dominant et dominé. Et dans ce cadre-là, par exemple, on peut totalement recourir à de la médiation conjugale. Le conflit conjugal, ça veut dire qu'on reconnaît l'autre. On discute, on échange, on n'est pas d'accord, ça frite un peu, voilà. Alors que la violence conjugale, elle, c'est un processus évolutif, ça se met en place. L'objectif, c'est de pouvoir contrôler l'autre. L'objectif, c'est de pouvoir mettre en position de la hiérarchie. Il y a un dominant, il y a un dominé. Et il y en a un donc qui est complètement dénié, qui n'existe pas pour l'autre, qui est simplement et purement un objet. La différence entre les deux, c'est l'emprise. Et le point commun possible entre les deux, c'est la violence. La multiplicité des formes de violence qu'on retrouve dans le cadre des violences conjugales, ça justifie le fait de bannir du vocabulaire le terme de femme battue, parce que ça ne recoupe pas l'intégralité des réalités qui sont vécues par les victimes. Maintenant, on parle plutôt de femmes violentées ou de victimes de violences conjugales au pluriel, puisque les violences sont effectivement multiples. Alors la violence conjugale, elle peut revêtir plusieurs formes, et il y a bien des formes, que ce soit une forme verbale ou non verbale d'ailleurs, parce que parfois les silences font partie de la violence aussi. Elle peut être psychologique avec beaucoup de dénigrement, de rabaissement de la femme qui fait jamais ce qu'il faut qu'elle fasse finalement. Ça peut être de la violence économique, parce que par exemple la femme ne peut pas avoir accès à son budget, à un salaire, parce que parfois elle n'a peut-être pas le droit de travailler, à
tout simplement de l'argent finalement pour vivre. Tu viens le week-end prochain? Ah non maman, je suis désolée, on va pas pouvoir. Bah, encore? Mais on ne te voit plus. Bah oui, je sais, mais en ce moment avec Nico, on a un emploi du temps de dingue. Les journées sont trop courtes. T'es sûre que ça va? Vous vous en sortez financièrement? Bah oui, pourquoi tu t'inquiètes pour ça, maman? On bosse tous les deux, hein. Oui, mais c'était pas un peu tôt quand même pour ouvrir un compte commun? Eh, mais de quoi je me mêle? Je trouve que t'as mauvaise mine. T'as l'air fatiguée. Et t'as maigri, non? Mais non, ça va, arrête. C'est bon, je te dis, ça va. Faut que je te laisse, maman, hein. Je te rappelle vite, t'inquiète pas, d'accord? Bisous. Ça peut être aussi de la violence administrative, lorsque le conjoint conserve tous les papiers administratifs de sa conjointe. Par exemple, la priver de sa carte vitale et peut-être ne pas pouvoir aller chez le médecin. Ça peut être de la violence, je dirais maintenant, numérique, parce qu'il y a aussi, on va dire, le cyberharcèlement qui peut être aussi employé au sein d'un couple. Avec un auteur qui va surveiller tout ce que peut faire la femme. Et puis ça peut être de la violence bien évidemment physique, avec des coups, avec des menaces par arme, avec des bousculades, avec des strangulations, avec des brûlures, c'est toutes sortes de violences physiques. Et puis la violence également sexuelle. Il n'y a pas de devoir conjugal au sein d'un couple, il faut bien le rappeler. Et donc existent des viols entre époux, malheureusement. On entend beaucoup de violence physique parce que c'est ce qui est visible. Et donc, c'est ce qui va éventuellement corroborer qu'il y aurait violence. Voilà. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de la psychologie, tout ce qui est de l'ordre du dénigrement, tout ce qui est de l'ordre de l'humiliation, tout ce qui est de l'ordre de la dévalorisation de l'autre, de l'instrumentalisation de l'autre, ça, on a tellement de mal à avoir un champ probatoire, à avoir vraiment des éléments probants qui montrent ça, qu'évidemment, on privilégie en général les coups, les blessures, les choses comme ça. Et même dans les prétoires, on se rend compte que c'est bien plus facile un dossier avec de la violence physique qu'un dossier avec de la violence psycho pure et dure. Dans un certain nombre de procédures, l'examen médical classique, y compris réalisé au CASA, par un médecin légiste, n'est pas suffisant. C'est une source de complications, et ça suppose justement de bien travailler dès le départ de l'enquête, l'environnement de la victime, et bien évidemment, bien approfondir les recherches sur finalement l'ensemble des agissements qu'elle a pu dénoncer, et qui effectivement peuvent aller jusqu'à des violences sexuelles. Et bien évidemment, ça joue aussi sur nos qualifications pénales que nous serons amenés à retenir. Ça va être en fait ce qu'on va appeler des micro-violences qui vont se mettre en place, mais qui ne vont pas forcément toujours être repérées par la victime comme des violences. Et c'est parce que ces micro-violences vont se mettre en place que la violence physique va pouvoir à un moment donné s'installer. Mais elle s'installe toujours après que ce phénomène d'emprise et ces micro-violences se soient mises en place. Parce que justement, comme il n'y a pas de possibilité de voir clairement, que ce soit vu de l'extérieur, que là il y a un bleu, de soi-même reconnaître ce qui est en train de se passer. C'est toujours la systémique en fait d'emprise et de violence psychologique qui pose vraiment l'articulation de la violence conjugale qui, au bout d'un moment ou pas, moi j'ai une femme ici qui a 80 ans, qui veut finir sa vie en dehors de tout ce qu'elle peut vivre avec son mari, donc qui essaye là de partir. Ça fait 50 ans qu'elle subit que de la violence conjugale, mais que de la violence psychologique. Il n'y a pas eu un passage à l'acte physique. C'était chouette cette balade. 5 heures. Faut que je file, j'ai pas vu le temps passer. Déjà, Nico a invité des copains à la maison ce soir et j'ai rien préparé. Ah non mais tu rigoles, on vient à peine de commencer. Mais c'est pas grave. Finissez sans moi. Allez, bisous. C'est trop bête. Faut que je file. Bisous. Salut. C'est chouette de la voir comme ça. Elle a vraiment l'air heureuse. À la limite, c'en est presque chiant. Tu
qu'elle le mérite. Ils sont trop mimi tous les deux avec Nico. Tu fais quoi, chérie? Je t'ai débarrassé un peu. Elle est toujours aussi charmante, ta femme. Bon, ça te dérange pas que je la drague un peu? Bon, de toute façon, t'as aucune chance. Toujours le Bon, exact. Bon, c'était cool cette soirée là, sympa. Ouais, mais la prochaine fois, c'est chez toi. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Ouais. Ouais. Bon, je vais y réfléchir. Hein. Salut, mec. Ciao, les fripons. Salut. Qu'est-ce que t'as foutu toute la journée là? Hein? Pourquoi t'es pas rentré plus tôt? Qu'est-ce que t'as foutu toute l'après-midi? Mais j'ai tout préparé. Je t'ai dit que c'était important pour moi cette soirée avec tes amis. Mais t'étais là, mais qu'est-ce que t'as foutu? Tu te fous de ma gueule en plus? Hein? Tu crois que j'ai pas vu ton petit manège avec la dent en plus? La première phase, c'est ce qu'on appelle le climat de tension, où finalement l'agresseur va avoir des accès de colère, va menacer la victime, par exemple du regard seulement, va faire peser de lourds silences, comme on pouvait dire tout à l'heure. C'est une atmosphère qui est lourde et pesante. La victime, elle ne sait pas trop comment réagir. En tout cas, elle est inquiète, elle est anxieuse de ce qui peut se passer. Climat de tension. Elle va justement tout faire pour tenter d'améliorer le climat, donc finalement de changer sa propre façon d'être, ses propres attitudes et ses propres comportements, pour s'adapter et faire attention à tous ses gestes, à toutes ses paroles, pour ne pas déclencher finalement la deuxième phase qui vient juste après. C'est ce qu'on appelle vraiment la phase d'agression, de crise, où là l'auteur éclate dans tous les sens du terme et peut recourir à la violence multiforme, que ce soit verbale, physique, sexuelle, sur tous les plans. Et la victime, évidemment, lorsqu'elle est violentée, c'est pas forcément le stéréotype de ce qu'on s'en fait la femme battue. Ça peut être seulement une crise avec de la violence psychologique. La victime se sent humiliée, elle ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi elle, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a déclenché. Elle est désespérée. Et puis il y a une troisième phase de ce cycle de la violence qu'on appelle la phase de justification. Tu t'es encore disputé avec maman? Tu la connais. On va encore dire que c'est de ma faute. J'en ai marre. Moi, je dirais pas ça, papa. T'es mignon, toi. Tu sais, ta mère, elle est pas facile tous les jours. Elle comprend pas que je suis fatigué. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Oh, bah rien, comme d'habitude. Elle me flique. C'est vrai, maman, elle surveille toujours tout. Après cette crise, après cette agression, l'agresseur va trouver des excuses. Va lui demander éventuellement pardon, va justifier son comportement, mais toujours dans un sens de se déresponsabiliser. C'est pas à cause de lui que la crise vient d'éclater, c'est à cause de la victime. Finalement, elle se sent incapable, incompétente et surtout responsable de la situation. C'est l'étape de justification et du transfert finalement de la responsabilité sur la victime. Et puis quatrième phase du cycle, et dernière, alors qu'on appelait classiquement la phase lune de miel, entre guillemets, qu'on appelle plutôt maintenant la phase de rémission ou de réconciliation, c'est la phase d'espoir. Et donc dans cette phase-là, l'agresseur exprime des regrets, exprime que peut-être il veut entamer une thérapie, parce que oui, c'est pas bien de la sorte dont il agit avec elle. Il peut aussi parler de suicide, tellement il va mal, donc il va aussi faire peser ça sur la victime. Et puis voilà, il devient affectueux, il redevient amoureux, il va offrir des cadeaux, il va inviter au resto, sa conjointe. Et puis la femme, dans cette période de réconciliation, de rémission, elle a beaucoup d'espoir. Elle se dit que ça peut changer, qu'il peut changer. Donc elle va souligner le moindre de ses efforts, elle va changer ses propres habitudes pour finalement coller, je dirais de façon adhésive, au désir de l'auteur. Ressaisis-toi, Manon. Il faut que tu quittes ce malade. Le quitter? Mais je veux pas le quitter. Je l'aime. Non, mais tu plaisantes, j'espère. Tu peux pas retourner avec ce mec. Tu t'es regardé dans un miroir? Mais t'as vu ce qu'il t'a fait, ce connard? T'as vu ta gueule? Mais réveille-toi, putain! Mais je l'aime, ce mec. Il est ce qui m'est arrivé de mieux. Et lui aussi, même. Mais c'est bleu, c'est de la jalousie. Et la jalousie, c'est bien une preuve d'amour, non? Mais arrête, Manon!
est bien ensemble. Je ne peux pas le quitter. Puis je suis sûre qu'il va changer. Je suis sûre. On a une tendance à souvent confondre l'amour-passion avec la jalousie, la possession de l'autre, le fait d'imaginer que l'autre est toujours à sa disposition. On va confondre cet amour-passion avec en fait l'emprise. Et donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, l'emprise s'installe, l'emprise psychologique, et que cette victime, elle perd tout sens des réalités, c'est-à-dire qu'elle perd son identité, elle perd sa propre perception, elle perd sa capacité d'agir et de réagir normalement. Et que finalement c'est un peu comme une toile d'araignée que l'auteur pourrait tisser autour de la victime. Et puis dans le temps, ce cycle va se répéter de plus en plus rapidement, de plus en plus fréquemment, de plus en plus intensément. Et la 4e phase de rémission de réconciliation, au bout d'un moment, elle n'existe même plus. Qu'est-ce que l'emprise psychologique? C'est un mécanisme mental qui est très lent, qui est très insidieux, qui va se mettre en place petit à petit et qui va d'abord commencer en fait par une phase d'accrochage. L'auteur de violence, il va se montrer l'homme idéal. Comme elle, comme la femme n'a jamais rencontré. Un homme d'une gentillesse, à son écoute, très prévenant, quelqu'un qui est à ses côtés. Elle n'a jamais connu ça dans son histoire. Donc elle est extrêmement touchée. Il va lui montrer une histoire de lui qui est douloureuse. La femme va être extrêmement touchée. Et là, elle va se sentir comme missionnée. Missionnée de lui montrer que, oui, elle peut l'aimer. Elle va l'aimer. Elle va lui montrer qu'une femme peut aimer un homme. Elle va lui montrer que la vie, elle n'est pas que noire comme il l'a connue. Voilà. Donc, du coup, elle va accepter des choses. C'est-à-dire qu'il va lui dire, non, mais moi, j'aime pas quand tu mets des jupes, par exemple. Hein, tu vois, ça fait un peu femme facile. Il va commencer par des mots tout doucement. Hein, puis après, il va dire, mais ça ressemble à une pute. Tu ressembles à une pute. Et là, elle va se dire, oui, mais c'est vrai, il a peut-être raison, oui, c'est vrai. Donc elle va plus porter de jupe, ou alors ils vont être un peu plus longues les jupes, jusqu'au jour, elle va porter que des pantalons. Et ça, c'est l'escalade. Et elle va toujours l'excuser. Elle va l'excuser parce qu'il est toujours très gentil, hein. Et puis quand même, il a une histoire qui n'est pas facile, donc ça peut se comprendre aussi. Même la première gifle. Oui, mais c'est peut-être de ma faute aussi, hein. Enfin, je veux dire, c'est peut-être parce que moi, j'ai pas fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Peut-être que je l'ai pas assez aimé, et puis lui, il a une histoire pas facile. Donc, vous voyez, tout ça fait qu'à un moment donné, elle l'excuse. Et puis, c'est l'escalade. Et on en arrive à la violence conjugale, sous toutes ses formes. Manon, regarde celle-là. Essaye-la. Je suis sûre qu'elle va t'aller super bien. Nico, il va carrément craquer. Je crois pas, hein. Il va surtout trouver ça vulgaire. Vulgaire? Mais ça va pas. Sexy plutôt, tu veux dire. Bon, allez, viens, on l'essaye. Alors? Eh ben voilà. Fais voir. Tu vois, je le savais. Ça fait pas un peu pute? Mais tu rigoles ou quoi? T'es super belle. C'est quoi ça? C'est rien, je me suis cognée contre une table comme une idiote. La victime ne veut surtout pas que l'entourage puisse s'apercevoir de quoi que ce soit. Donc elle va essayer, comme on disait, de coller un peu et d'avoir son masque de la réalité pour ne pas attirer l'attention. Il est arrivé qu'une fois, on ait reçu une femme avec une première gifle, elle dit, moi je veux que ça s'arrête, elle n'est pas sous emprise. Quand ça dure depuis un certain temps, et que la violence physique est là, c'est qu'elle est sous emprise.
La mise en place réellement de l'emprise, ça se fait en 3 phases. C'est notamment Perron et Nalini, en 1995, qui ont décrit les 3 phases de la mise en place de l'emprise. Et qui conduit vraiment à la perte identitaire, finalement, de la victime, où il y a d'abord une effraction incessante dans la vie et dans l'intimité de la victime. C'est-à-dire que l'auteur va ouvrir et lire tous les courriers postaux ou les SMS ou les mails de la victime pour s'informer sur qu'est-ce qui se passe autour de la vie de la victime. Et donc avec le téléphone qui géolocalise, effectivement, il peut tracer totalement le parcours et le trajet de ce qu'elle peut faire dans la journée. Et ça peut aussi être des pièces normalement intimes dans la maison, comme la salle de bain ou les toilettes par exemple, qui vont être déverrouillées pour que l'auteur puisse mieux y surprendre à un moment donné où elle ne va pas s'y attendre, la victime. Et puis après tous ces actes d'effraction au quotidien, il va y avoir la deuxième étape où c'est vraiment la captation de la victime, c'est-à-dire une alternance entre amour et punition, entre valorisation et destruction, où finalement, avec ce climat d'imprévisibilité, d'impossibilité à se projeter sur ce qui va se passer, ça a pour conséquence chez la victime une espèce de passivité, une espèce de négation de soi, une espèce de perte d'autonomie. Et puis ensuite, troisième phase, qu'on appelle un peu le téléguidage, la programmation de la victime. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, au moindre mot, au moindre soupir, à la moindre mimie, elle est suspendue, on va dire, un peu au comportement et aux lèvres de son auteur pour totalement correspondre et coller à ce qu'il va vouloir qu'elle fasse finalement. Elle va même peut-être anticiper certaines choses pour éviter que l'atmosphère et puis le climat n'arrivent et ne parviennent à une crise. Ça a été ta journée? Je crois, oui. Tu m'as préparé mon apéro? Oui, sur la table du salon. Qu'est-ce qu'elle m'a fait chier aujourd'hui, la nana du bureau? Hier, tu disais qu'elle était adorable. Ouais, c'est ça le pire. Un jour, c'est un amour, le lendemain, c'est une vraie emmerdeuse. Je croyais que c'était moi, ton amour. Ça va, commence pas. Je te taquine, c'était juste pour détendre l'atmosphère. Ouais, c'est raté. Qu'à garder ton baratin pour le mec que tu dragues. Mais enfin, c'est toi qui me parles constamment de cette fille au bureau, c'est toi qui me fais cette scène. Tu vas te taire, oui. Qu'est-ce qu'il foutait là l'autre jour, là, ton connard de patron à l'hosto? Mon patron, il était venu pour prendre des nouvelles. Oh, monsieur, je prends soin de mon personnel. Dis-le-moi que tu te le tapes. Pourquoi tu dis ça? Tu dis n'importe quoi. Avoue-le, tu te le tapes et je te fous la paix. J'ai rien à avouer, lâche-moi. Lâche-moi! Benjamin? Elle est où ta sœur, toi? Là, chez le voisin, elle joue avec Zachary. À peine 5 ans et déjà elle fait au cul comme sa mère. Eh ben, ça promet. La violence psychologique, qui est constituée donc d'attitudes et de propos avec un climat, donc ça pose une insécurité constante à la personne qui est victimisée de ça. Donc elle est constamment sur le qui-vive, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Même je me souviens d'une dame qui disait, à la façon dont il claquait la porte de la voiture, je savais comment ça allait se passer ce soir. Donc vous voyez à quel point on est dans le sensoriel, on est dans l'animal. Vous voyez, on est vraiment en état d'hypervigilance de tout. Les attitudes, les propos, le climat, les intonations, tout y est. Un des outils privilégiés des auteurs de violence, c'est ce qu'on peut appeler l'incohérence communicationnelle, et en particulier la menace. C'est-à-dire que l'auteur va être capable, dans une même phrase, de dire à la personne « je t'aime, sans toi, j'existe pas », et en même temps lui dire « je vais te tuer ». Donc c'est vraiment, au milieu de ça, la personne, elle est perdue. C'est-à-dire qu'elle perd totalement ses repères, elle perd toute estime d'elle-même, et elle est petit à petit vidée complètement de sa substance et de son énergie, et elle est en incapacité de réagir. Dans 40% des victimes de violences conjugales, la grossesse, elle a été le catalyseur, le révélateur des violences, finalement. Alors, c'est pas parce que subitement un test de grossesse devient positif que
le conjoint devient violent, c'est pas ça. Il y a déjà pu y avoir finalement de la violence psychologique qui a pu s'exercer au sein du couple. Et puis quand finalement la femme est enceinte, c'est là qu'il y a un risque potentiel à ce que ces violences de toute façon se majorent. Dans 2/3 des cas, on dit, de victimes qui vivaient déjà des violences avant la grossesse, ces violences vont s'accentuer, vont devenir de pire en pire et peuvent devenir notamment les violences physiques qu'il n'y avait pas auparavant. L'auteur a tout intérêt finalement à mettre enceinte sa compagne pour pouvoir après encore mieux la blesser, mieux la soumettre, mieux la servir finalement en utilisant l'enfant qui va naître de ce couple. Mais en même temps, de l'autre côté, chez l'auteur, c'est vraiment une intrusion de l'autre. Ce bébé qui va arriver dans le fonctionnement de son couple, qui fonctionne au sein des violences, il va y avoir un déséquilibre parce qu'une troisième personne, cet enfant va arriver. Et cet enfant, il est réellement vécu par l'auteur des violences comme une menace réelle. Et donc il y a de la violence, y compris physique, chez la femme enceinte, notamment des coups peuvent être portés au niveau du ventre, parce que c'est totalement des coups dirigés à l'encontre du bébé qui va arriver. Un enfant qui se trouve, ou des enfants qui se trouvent dans une systémique de violence conjugale devient donc une violence intrafamiliale. Cet enfant, peu importe qu'il soit témoin oculaire, peu importe qu'il soit témoin auditif, on ne peut pas préjuger en fait du niveau d'impact traumatique que ça va avoir sur l'enfant. Le tout, c'est que ça en a un. Il y a des enfants qui jamais ne verront un passage à l'acte physique. Mais par contre, qui vont entendre derrière la porte une mère pleurer et qui vont aussi interpréter, qui vont aussi partir dans des cheminements justement très insécurisants pour eux, extrêmement insécurisants, parce que l'enfant, lui, il tente jour après jour, minute après minute, de pouvoir se sécuriser. C'est ça son objectif de vie à cet enfant. Il n'est même pas en vie, il est en survie. Il va tenter aussi de co-réguler les affects de ses parents. Donc là, il n'a même plus de place pour lui, cet enfant. Alors pendant très longtemps, quand on parlait des enfants présents dans le cadre des violences conjugales, on parlait d'enfants témoins parce qu'ils n'étaient pas forcément directement impactés par ces violences dans le sens où ils ne recevaient pas forcément de coups, où ils n'étaient pas forcément victimes de violences psychologiques. Aujourd'hui, on sait, les études ont montré que les conséquences étaient très très importantes sur les enfants. Et donc on ne parle plus d'enfants témoins. On parle d'enfants victimes ou co-victimes des violences conjugales. Il ne peut pas rompre le cycle infernal des violences, donc il en est victime, il en fait partie intégrale et il en ressent les conséquences physiques et psychologiques de la même manière que la victime directe. Pour expliquer les violences conjugales, c'est pas quelque chose aussi simple que ça. Ça fait tellement partie de leur quotidien. Il y a des femmes arrivant ici qui ne pensaient pas être victimes de violences conjugales et c'est un peu choquant pour elles. Voilà. Mais l'enfant, c'est pareil. Et donc c'est pour ça qu'arrivé à 40-50 ans, le temps de poser des mots et le temps de se dire « Waouh, c'était de la violence. J'ai subi de la violence. Je suis un enfant maltraité. » Il faut un certain temps d'élaboration pour ça, un certain temps de compréhension. C'est pas parce qu'on se sépare physiquement que l'emprise s'arrête. L'emprise continue dans la tête de la victime.
Elle continue soit par des SMS, elle est réactivée soit par des SMS, soit par le fait que l'auteur se présente sur son lieu de travail, sur le parking de l'école, dans différents endroits où se trouve madame. Donc l'emprise, elle est tout le temps réactivée. C'est une préoccupation importante des parquets, puisque bien évidemment, ce qui compte, c'est d'abord de maintenir la victime de violences conjugales au domicile. Ça n'est pas à la victime à devoir quitter le domicile. Ça n'est pas à la victime et aux enfants de devoir être perturbés par rapport à des agissements d'un auteur qui, bien évidemment, serait tenté de vouloir rester au domicile familial. Donc, les parquets ont vraiment, effectivement, cette préoccupation et mettent en œuvre un certain nombre de mesures visant à cette éviction du conjoint violent par une mesure de contrôle judiciaire qui est sollicitée auprès du juge des libertés et de la détention, qui vise bien évidemment à ordonner donc cette interdiction de paraître au domicile. Même chose dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve. Nous avons là aussi des possibilités d'ordonner un certain nombre de mesures visant à garantir la tranquillité de la victime, avec un certain nombre d'interdictions qui peuvent être contrôlées, cette fois-ci par le juge de l'application des peines, sur décision du tribunal correctionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Dieppe, nous avons 25% des personnes déférées qui le sont dans une procédure de violence intrafamiliale. 25%. C'est bien évidemment un taux très élevé. Il nous arrive assez régulièrement de déférer des personnes qui ont effectivement reconnu ces faits de violence conjugale, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédents judiciaires, de manière à pouvoir effectivement enclencher une mesure de protection de la victime avec une interdiction de contact et une obligation de soins dans l'hypothèse d'une addiction à l'alcool qui est liée aux agissements du prévenu. Tout ceci par rapport à une palette de réponses pénales possibles, bien évidemment, et d'orientation procédurale. Nous avons la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui peut intervenir après une garde à vue pour des faits reconnus, avec ces mesures de protection et cette obligation de soins qui peut être ordonnée effectivement par le juge sur homologation après proposition de la peine par le parquet. Nous avons une autre option procédurale qui est également pertinente dans ce type de contentieux, c'est la convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire, qui intègre bien évidemment à la fois une interdiction de contact, une interdiction de paraître au domicile, pour y laisser bien évidemment la victime et les enfants, et le cas échéant, une obligation de soins. Comment ça marche au niveau cérébral ? La coupe de l'encéphale humain, avec au niveau frontal l'avant et au niveau occipital l'arrière. Et puis on a représenté en structures colorées rouges et vertes des structures cérébrales qui forment ce qu'on appelle le système limbique. Le système limbique, c'est ce qui permet de gérer les émotions. Et donc notamment est représentée en rouge l'amygdale, l'amygdale, elle détecte la menace. Et puis elle permet de réagir une réaction de peur, c'est le centre de la mémoire émotionnelle. Et cette amygdale, elle fonctionne en duo avec l'autre structure cérébrale du système limbique importante, qu'on appelle l'hippocampe, qui est représentée en vert. Et l'hippocampe, ça va être un peu le modulateur, le médiateur de la mémoire, qu'on appelle la mémoire déclarative, la mémoire verbalisable, explicite. La mémoire qu'on appelle encore épisodique, c'est-à-dire on peut verbaliser les événements que nous-mêmes, en tant qu'individus, avons vécus et qu'on peut mémoriser puis rappeler après.
Et puis, il y a toute la partie ensuite du cortex cérébral, donc notamment avec la partie en jaune qui s'appelle le cortex cingulaire antérieur, et puis la partie en bleu qui s'appelle le cortex préfrontal médian. Toute cette partie corticale, c'est la zone la plus évoluée du cerveau chez l'homme et qui nous permet tous les apprentissages dans la vie. Et donc cette partie corticale, c'est ce qui va permettre finalement de prendre une décision et puis de mémoriser toutes les informations qui auront été traitées, qui auront été conscientisées. Donc pour vous donner un exemple, imaginons vous êtes en train de vous balader un dimanche en campagne et puis soudainement vous voyez arriver au loin et vous entendez arriver au loin un chien, un très gros chien qui aboie fortement, toutes dents dehors et puis qui court vers vous. Donc là, forcément, vous êtes dans une situation qui n'est pas normale, qui est quand même stressante, avec une menace. Et donc, la détection de la menace, c'est l'amygdale qui va permettre ça, de vous faire réagir. C'est-à-dire, elle va mobiliser tout ce que l'organisme doit mobiliser, c'est-à-dire de l'oxygène, du glucose, pour prendre une décision. C'est-à-dire, est-ce que je fais face à cette menace ou est-ce que je prends mes jambes à mon cou et je m'enfuis ? Donc cette amygdale, c'est le système d'alarme qui va s'activer et qui normalement fonctionne avec l'hippocampe. Et donc, imaginons, l'hippocampe, c'est aussi la structure cérébrale qui permet de donner tous les repères spatiaux et temporels, qui va permettre d'encoder le contexte et de se le rappeler d'ailleurs aussi après. Et donc, par exemple, vous analysez très rapidement l'environnement et vous découvrez qu'entre le gros chien féroce et vous, en fait, il y a une barrière, une très grande barrière infranchissable. Il ne va pas pouvoir accéder à vous, ce chien. L'hippocampe, c'est ça. Elle donne les repères spatiaux et temporels qui permettent de faire prendre une décision à l'individu, d'analyser la situation, d'accéder à des représentations mentales et puis de mémoriser ces événements. Ça fonctionne comme ça normalement. Et finalement, c'est toutes les informations qui ont été traitées au niveau cortical qui vont agir comme une espèce de feedback négatif, c'est-à-dire que l'amygdale qui était activée va permettre de ne plus être activée. Il n'y a plus de réponse émotionnelle à donner. La situation a été analysée, traitée, gérée. Il n'y a plus de risque. Donc on revient à une situation normale. Dans le cadre des violences conjugales, il s'agit d'un stress, certes, mais un stress chronique dépassé. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, la victime est tellement dans une espèce de paralysie, d'incompréhension. Ça génère une sursaturation, finalement, de l'amygdale. La mémoire émotionnelle, elle va être en alerte totale. Et cette alerte totale fait que ça déclenche vraiment des hormones du stress qui sont produits par les surrénales, qui sont l'adrénaline et le cortisol, à des taux toxiques pour l'organisme. Donc l'organisme met en place en fait un mécanisme de sauvegarde exceptionnel et qui va fonctionner exactement comme un disjoncteur, c'est-à-dire qui fonctionnerait comme dans le système électrique à la maison, avec des fusibles qui vont disjoncter pour éviter que les appareils électriques ne soient endommagés. Donc il y a tellement d'hormones de stress qu'il va falloir que cette amygdale, elle soit coupée du reste du fonctionnement. Et il va donc y avoir une disjonction, une interruption du fonctionnement entre l'amygdale et l'hippocampe. L'amygdale va être isolée, la mémoire émotionnelle va être isolée. Et ça, c'est rendu réalisable par la sécrétion de neurotransmetteurs. Donc au niveau neurobiologique, c'est l'hypophyse notamment qui sécrète ces neurotransmetteurs, qui sont ce qu'on appelle la morphine-like et la kétamine-like, qui sont finalement des substances anesthésiantes et dissociantes. Donc cela va occasionner une rupture de communication entre l'amygdale et l'hippocampe. Donc il ne va pas pouvoir y avoir ajout des éléments contextuels, des repères spatiaux et temporels comme habituellement dans une situation où il faut réagir. Et il ne va pas y avoir tout le traitement de l'information et la prise de décision ensuite. Et donc on est face à deux types de troubles psychotraumatiques qui ont pour conséquence cette disjonction de cette structure, une dissociation qu'on appelle traumatique et la mémoire traumatique. C'est pour écarter tout risque finalement de mort, parce qu'on peut très bien, en situation de violence conjugale, la victime peut très bien mourir d'une crise cardiaque, d'un infarctus, d'un AVC, ou peut très bien aussi avoir une perte neuronale importante.
fait des IRM fonctionnels qui démontrent effectivement ce fonctionnement que je viens de vous expliquer et qui démontrent aussi que anatomiquement, c'est-à-dire structurellement, au niveau cérébral, il y a des zones qui sont impactées, dans le sens où on va retrouver l'amygdale qui est tout le temps donc suractivée, surstimulée, qui va être de taille plus importante, qui est hypertrophiée finalement. Et puis par contre, au contraire, l'hippocampe, qui n'est plus finalement fonctionnel dans ce mécanisme, va avoir un volume réduit. Pour donner une référence que tout le monde plus ou moins connaît, chez les patients qui sont malades de la maladie d'Alzheimer, on reconnaît, on sait maintenant que l'hippocampe a un volume réduit également chez ces personnes-là. Ça veut bien dire que tout ce qui est aspect encodage, spatio-temporel, mémorisation, régulation, fonctionne finalement comme si on était atteint de cette pathologie. Donc il y a des conséquences anatomiques et structurelles au niveau cérébral. En même temps qu'il y a des conséquences, on va dire, si on fait un dosage sanguin, il va y avoir des taux de cortisol et d'adrénaline qui vont exploser, hein, si on faisait une prise de sang à la victime lorsqu'elle vit ces violences conjugales. Sauf que, malheureusement, puisque par exemple, je vous expliquais que l'hippocampe est atrophié dans la maladie d'Alzheimer, ce ne sont pas des preuves, des troubles qui sont spécifiques de la violence conjugale. Donc on ne peut pas apporter la preuve, par exemple, au tribunal, que voilà, cette victime-là, elle a un dosage sanguin qui explose en cortisol et en adrénaline. Elle a, sur son IRM, il y a l'hippocampe qui est atrophié et la zone corticale également. Ce ne sont pas des troubles spécifiques de la violence conjugale. Donc on ne peut pas les amener comme preuve, finalement. En se coupant l'hippocampe, ça veut dire qu'on n'inscrit pas tout ce qui se passait en mémoire autobiographique. Tout va rester en fait dans l'amygdale. Et se coupe de quoi? Du cortex. Le cortex, c'est quoi? C'est la réflexion, c'est le langage, c'est la motricité, c'est pouvoir élaborer quelque chose pour aller au combat ou fuir. Et là, on est pétrifié. Voilà. Là, boum, ça s'arrête. Toutes les violences peuvent continuer face à nous. On va être gelé sur place, on ne va pas bouger. Il y a des gens qui vont vous dire oh, « J'ai vu un accident de voiture, j'étais incapable d'appeler les secours, rien du tout. Je suis sortie de la voiture. Quand je l'ai vu là en sang, je suis restée comme ça. » Oui, bah oui, c'est ça. C'est la sidération. Voilà, ça c'est la sidération. Alice! Putain, j'en étais sûr! Ça fait combien de temps que tu te tapes ma femme, connard? Ta gueule, enculé! Ta gueule! Elle est où cette salope? Alice! Ah, je vais la tuer! Alice! Ah! Alice! En situation de sidération, on bug. En fait, on bug. On bug parce qu'on a l'effroi, on a peur pour notre intégrité ou on a peur pour l'intégrité de quelqu'un. Quelqu'un qui est dissocié, c'est quelqu'un qui est un peu étranger à soi-même, qui est un peu comme un pantin, une marionnette. C'est-à-dire que la victime est dans une anesthésie réellement, physique et émotionnelle, où elle est déconnectée de toutes ses émotions, de ses affects. Donc quand on est face à elle, on a l'impression qu'elle a un visage impassible, qu'elle est lisse, qu'elle n'exprime pas d'affect ni d'émotion. Qu'elle est dans une passivité en fait générale et qu'il y a un sentiment un peu d'étrangeté, de dépersonnalisation, d'irréalité qui apparaît quand on est face à cette victime et qui s'ajoute aussi à l'absence de repères spatiaux et temporels. Et donc, la victime ne va pas savoir vous expliquer où ça a eu lieu, quand, comment ça s'est passé, parce qu'il y a eu cette anesthésie émotionnelle, physique, et parce qu'il y a cette dissociation. Donc c'est uniquement une mémoire émotionnelle qui est hypersensible, qui n'est pas verbalisable, parce qu'elle n'est pas intégrée, parce qu'elle n'est pas conscientisée, et qui fait qu'elle peut revivre à n'importe quel moment, à l'identique, les pires ressentis qu'elle a pu vivre lors de la crise de violence conjugale. Et c'est ce qu'on appelle aussi les flashbacks. Donc c'est en fait comme une bombe à retardement, et puis une machine à remonter le temps, parce que cette victime
dans sa vie en général, même si elle est séparée de son agresseur, de l'auteur des violences, elle va être confrontée à revivre l'explosion de cette mémoire émotionnelle. C'est l'enfer, ça colonise la personne 24/24. Et ça peut la coloniser pour toute sa vie, sans qu'elle comprenne ce qui se passe. Dès que j'ai une crise de panique, je me demande pourquoi je deviens zinzin, quoi. Mais je ne fais pas le rapprochement avec les violences. Exemple d'une dame qui subissait un viol conjugal tous les dimanches soirs. Elle emmenait son mari le lundi matin pour ses déplacements professionnels à la gare et elle récupérait le vendredi soir. Et bien, dès qu'elle passait devant une gare, et elle avait une crise de panique à plus pouvoir, et là, depuis 3-4 mois, elle a des crises de panique à appeler les pompiers, tellement ce n'est plus gérable. Et donc là, elle commence à faire le lien avec les viols conjugaux du dimanche soir. C'est un petit peu comme ce qu'on avait décrit pour les vétérans du Vietnam qui sont revenus et qui ont conservé d'énormes troubles post-traumatiques, de stress post-traumatique, et qui, par exemple, dans une situation complètement anodine et qui paraît calme et paisible, normale de la vie quotidienne, peut soudainement, justement, cette mémoire émotionnelle de ce qu'ils ont vécu sur les champs de bataille pendant la guerre, ressurgissent de façon complètement inattendue et de la même façon que ce qu'ils l'ont vécu, c'est ça qu'il faut aussi bien comprendre, c'est comme s'ils revivaient la scène alors qu'il n'y a absolument rien autour qui pourrait faire paraître ça de menaçant, mais ça peut être finalement redéclenché par une image, une odeur, un son, un bruit. La mémoire traumatique, c'est comme une boîte noire, c'est ce que dit Muriel Salmona qui en a très bien parlé de la mémoire traumatique. C'est comme une boîte noire, c'est-à-dire que toutes les émotions sont dedans. Et cette boîte noire-là, on ne sait pas trop où elle est dans la... voilà. On ne sait pas trop où elle est dans la personne, mais à un moment donné, elle risque d'exploser, à tout moment. Alors pourquoi elle risque d'exploser? Par rapport à des stimuli olfactifs, visuels, auditifs, des images, des sensations, des paroles. Et hop, elle se réveille. Et là, c'est insupportable pour la victime. La victime, elle se sent envahie, elle a l'impression qu'elle va mourir, elle a l'impression qu'elle est en grand danger. Et il faut bien qu'elle réponde à cette grande souffrance. Donc, ils répondent comment? Donc, soit par des conduites dissociantes, à risque, c'est-à-dire la drogue, l'alcool, se mettre en danger, la scarification par exemple, les tentatives de suicide. Mais c'est aussi peut-être retourner auprès de son auteur, qui de toute façon, il a le pouvoir de la dissocier. Parce qu'il y a un stress extrêmement... Elle est tellement stressée auprès de son auteur qu'il y a une dissociation. Ça concerne aussi bien une personne qui est victime qu'une personne qui est auteur, qu'une personne qui est témoin. L'enfant co-victime de violences intrafamiliales peut être donc sujet à un psychotraumatisme, l'auteur peut être sujet à un psychotraumatisme, la victime peut être sujet à un psychotraumatisme. Une personne qui est dans le cadre d'une violence conjugale a beaucoup de mal à partir. Il va y avoir 5-6 faux départs avant le départ définitif, parce qu'elle a l'impression, elle a la sensation d'être mieux en sa présence. Pourquoi? Parce qu'elle est dissociée. Et elle a cette impression de je l'ai dans la peau, je l'aime très fort, je ne peux pas me passer de lui. Mais ce qui se passe, c'est au niveau de la dissociation. En fait, en revenant, elle se redissocie. Elle va sur un acte de dissociation. Elle est face à l'agresseur, donc plouf, ça disjoncte. Tous les allers-retours qui sont classiquement pointés du doigt par, on va dire, la société en général ou par le policier ou gendarme qui va avoir pris le dépôt de plainte d'une victime et qui va la revoir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 15 fois, et puis qui se dit mais pourquoi elle n'est toujours pas partie? Et puis pourquoi, quand elle a réussi à partir, il a fallu qu'elle y revienne? Et donc
On sait qu'en moyenne, pour qu'une femme se sépare définitivement du conjoint violent, il faut au moins 7 allers-retours, 7 allées et venues. Je te quitte, je reviens. Je te quitte, je reviens. Le départ d'une victime de violence conjugale, ça se prépare. C'est pas quelque chose que l'on fait comme ça, sauf s'il y a urgence. Bien sûr, on va l'hospitaliser, on va lui proposer l'hospitalisation, même si avec elle a des enfants, en pédiatrie aussi, les enfants. Mais ça se prépare, on part pas comme ça. Ce qui compte, c'est effectivement d'abord d'accompagner la victime. Et bien évidemment, la justice a besoin d'un partenariat le plus étoffé possible pour cet accompagnement, avec notamment des associations d'aide aux victimes, effectivement l'intervention d'un avocat également, un suivi psychologique qui peut être effectivement mis en place très rapidement, et ensuite, bien sûr, c'est protéger la victime par rapport au conjoint violent. Et la protection de la victime, ça passe bien évidemment par un certain nombre d'obligations ou d'interdictions qui s'imposent aux prévenus sur décision judiciaire. La conséquence donc, des violences conjugales, c'est qu'il y a un traumatisme clinique, c'est-à-dire qui amène des éléments qu'on peut observer, qui se voient de l'extérieur. Ça va plutôt être les états dépressifs ou les états de stress post-traumatique qui se voient et qu'on sait bien définir. Et puis le traumatisme psychique, ça va être plutôt ce qui concerne le vécu interne finalement de la victime, donc qui est fait de honte, de peur, de culpabilité, qu'on ne peut pas voir, ressentir de l'extérieur, mais qu'elle vit aussi au quotidien. Ça va être par exemple les troubles du sommeil classiquement, avec des troubles de l'endormissement parce que voilà, on est dans une situation qui peut être explosive à tout moment, donc on n'arrive pas à trouver le sommeil, avec notamment aussi des réveils nocturnes et souvent avec des cauchemars. Il y a d'autres troubles qui sont par exemple les troubles anxio-dépressifs qui sont aussi très retrouvés classiquement chez les victimes de violences conjugales avec un état anxieux où notamment la tension chronique et souvent quand le conjoint est présent est vraiment perceptible avec toutes les réminiscences intrusives dont on a parlé tout à l'heure, les flashbacks, des illusions, parfois des hallucinations visuelles ou auditives, perceptives qui peuvent être liées à toutes ces conséquences anxieuses. Et puis autre trouble, c'est le trouble habituel dépressif au sens classique du terme où la personne, la victime ne montre plus aucun élan vital, ne montre plus aucun entrain, aucun plaisir à prendre dans la vie, souvent aussi aucune capacité de projection. La victime, elle vit au jour le jour. Elle ne sait pas dire dans 2 jours ce qu'elle va faire, où elle va être, ce qu'il va falloir concrétiser. On parlait de stress chronique tout à l'heure, qui va générer un état de stress dépassé, qui représente finalement réellement un risque cardiovasculaire et un risque neurologique vital chez les victimes. Il y a aussi tous les troubles psychosomatiques, c'est-à-dire de lien entre corps et esprit, finalement, où il va y avoir par exemple des migraines, des céphalées intenses, alors que la personne qui n'était pas victime de violence n'était pas sujette aux migraines. Des douleurs abdominales ou pelviennes qui surgissent et dont on ne sait pas d'où elles proviennent. Et puis aussi surtout une fatigue qui va se chroniciser. Une victime de violence, elle est en perpétuelle alerte, il y a toujours son amygdale qui est tout le temps activée. Elle est forcément très fatiguée de sa situation. Et puis, il y a aussi des accidents finalement de nature variée. Un peu de ce qu'on peut appeler de la bobologie. Donc une victime qui va s'être cognée ou s'être blessée, je me suis coupé le doigt, je suis tombée dans l'escalier. Voilà, qui fait qu'elles vont consulter ou elles vont aussi aux urgences. Et un des critères quand même très repérables aussi pour savoir détecter si une personne est victime de violence conjugale, c'est le nombre de fois où elle va aller aux urgences. Le nombre de fois où par exemple elle va être hospitalisée. Il va y avoir aussi toute la catégorie des conduites addictives et des conduites à risque.
C'est-à-dire que la victime, souvent, on se rend compte qu'elle surconsomme les médicaments qu'elle a pu notamment avoir délivrés par le médecin, qu'elle consomme aussi parfois beaucoup d'alcool. Elle peut être toxicomane, ou il peut y avoir des polytoxicomanies. Il y a aussi des troubles alimentaires, par exemple, avec de l'anorexie ou de la boulimie. Il y a des conduites à risque, donc par exemple des victimes qui se mettent en danger, et on ne comprend pas pourquoi elle le fait, mais c'est pour de nouveau recréer la disjonction. Donc se mettre en danger, c'est de nouveau recréer cortisol, adrénaline, hormones du stress, qui vont permettre cette disjonction et cette dissociation traumatique. Ça, c'est tout ce qui est aspect troubles psychotraumatiques cliniques, c'est-à-dire observables, qu'on va être amené à traiter, par exemple, par quand même la voie médicamenteuse. Et puis tout ce qui n'est pas observable, c'est tout l'autre part. Alors on va dire peut-être la part immergée de l'iceberg, qui est le traumatisme psychique. Ou par exemple, il va y avoir une distorsion, un masque de la réalité. C'est-à-dire que la victime a une interprétation faussée du comportement de son conjoint. Le fait que la victime ne veut pas voir l'image négative qu'elle forme au sein de son couple. Et donc ne pas vouloir voir, être dans un déni de cette réalité. Il y a aussi l'extrême culpabilité subjective. On en avait parlé, la victime qui pense être réellement, fondamentalement, la cause. Il y a aussi tout ce qui est honte et mésestime d'elle-même, on l'a aussi vu tout à l'heure, avec une extrême difficulté à parler, à révéler, parce que c'est encore un sujet finalement, un fort sujet tabou, et puis qui finalement ne fait rien divulguer à la victime, et surtout pas à son entourage, surtout pas à sa famille, à ses proches, à ses amis, et puis qui l'a fait vouloir protéger ses enfants. Mais c'est un leurre, parce qu'elle ne pourra pas protéger ses enfants de la violence. Il y a aussi une espèce de forme d'aveuglement, finalement, avec la victime qui ne veut pas croire à la fatalité de sa situation et qui est persuadée qu'elle va pouvoir s'en sortir. Et puis, ça peut aller même jusqu'à une forme de mission, de challenge. Elle va tout mettre en œuvre pour qu'il change. Et puis, par exemple, l'aider à se soigner, à se guérir de sa grande tristesse ou de sa pathologie. Il y a aussi une peur de l'abandon. Et puis, une incapacité à pouvoir vivre toute seule, à pouvoir se débrouiller toute seule, à se retrouver toute seule, parce que la victime, elle est persuadée que sans l'auteur, elle n'est rien. Il lui a tellement dit qu'elle était bonne à rien, qu'elle n'est même pas bonne à élever ses enfants, que qui voudrait d'elle, la conviction aussi qu'elle ne pourra pas être aimée d'un autre. C'est toujours la même problématique, mais il n'y a pas de profil de bonne tête de victime, quoi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est comme dans les prétoires, une personne va dire je suis victime de viol, donc à la fois il faut qu'on voit qu'elle s'effondre, à la fois il faut qu'elle reste digne, à la fois il faut qu'elle reste cohérente dans ce qu'elle raconte, comment l'être. Donc elle n'a pas le bon profil de victime. Le profil victime, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Après, en général, ces personnes-là, par contre, quand la systémique d'emprise commence vraiment à s'installer, à être là, on peut voir une différence d'attitude. Mais il faut l'avoir connue avant, cette personne-là. Il y a une lumière qui s'éteint, qui commence à changer, et il y a un isolement qui se met en place, une forme de rupture sociale qui se met en place, mais tout doucement. Tout doucement. Ah non, là, j'ai pas le temps. La première des victimes, c'est la victime elle-même, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, parce qu'elle ne contrôle pas ce qui s'est passé au niveau neurobiologique, et qu'elle est dans cette inaction, dans cette irréactivité, dans cette passivité qui fait évidemment interroger. Aussi bien lors d'un dépôt de plainte, on ne va pas comprendre pourquoi la victime, qui peut-être est en train de raconter des choses horribles qu'elle a vécues, est complètement lisse, ne réagit pas, ne pleure pas, n'expose pas de colère. Mais ça, c'est parce qu'elle est en état de dissociation traumatique et qu'elle ne peut pas. Donc, vis-à-vis d'un juge, évidemment que ça pose question. Parce qu'on se dit, mais l'a-t-elle vraiment vécu ? L'auteur de violence, il sait très bien que pour la mère, l'enfant est extrêmement important. Donc, il va toucher la femme, la mère, par le biais de l'enfant.
C'est-à-dire que l'enfant va être au centre de cette violence-là, quand il y a séparation ou même quand il n'y a pas séparation. Donc l'enfant, il n'a jamais sa place. L'enfant, il est utilisé, il est instrumentalisé. Ouais, c'est bien. C'est bien, mais tu vois, là, t'as un petit peu décalé. Tu gardes ton bras bien tendu et tu respires. D'accord, mon cœur? Puis tu sais, je voulais te dire par rapport à ta maman. Bon, il y a des moments, c'est vrai que je peux avoir l'air d'être un petit peu dur avec elle, mais c'est juste parce que des fois, elle me fait tourner en bourrique, c'est tout. Hein? Et dire à l'arc, ce qui est bien, c'est que ça défoule, tu vois, ça détend. Alors pourquoi tu la tapes? Bah, mais tu sais, avec ta maman, on s'aime vraiment. Puis je veux pas lui faire du mal, mais juste que des fois, elle me pousse à bout, c'est tout. Hein? Puis tu verras dans la vie, de toute façon, on peut compter que sur soi. Allez, concentre-toi bien, n'y pense plus. Détends-toi, le nez, ton nez sur la corde. Bien droit, voilà. Respire, et quand tu veux, tu lâches. Ouais, super. C'est bien, fiston. Le conjoint ne peut pas être un bon père, qu'il soit avec la femme victime comme séparé de cette femme victime, puisqu'il va tenter par tout moyen de peut-être manipuler, de mettre de son côté finalement l'enfant en dénigrant la maman, en disant oui mais regarde, maman elle a fait peut-être tel acte ou telle action, parce que finalement elle est folle maman aussi. Hein, il y a aussi ce terme-là qui peut revenir souvent. Et que maman, elle n'aurait pas dû agir comme ça, et que maman, elle est dans l'erreur, et que maman, elle est responsable de ça. Et on essaye effectivement un peu de manipuler finalement l'esprit critique que peut avoir un enfant. Mais du coup, la violence, les répercussions des violences chez un enfant sont d'autant plus impactantes, d'autant plus traumatisantes que l'enfant est jeune. Parce qu'il est attaché à sa mère, parce que c'est l'objet d'attachement primaire, parce qu'il est dans une fusion avec sa maman, et surtout parce qu'il n'a donc pas encore du tout d'autonomie pour pouvoir, lui, se faire sa propre idée, sa propre analyse, je dirais, quand l'âge de raison est là, c'est-à-dire à partir de 7-8 ans, que les enfants ont des compétences psychosociales pour un peu savoir juger le bien et le mal, hein, parce qu'ils savent le faire à partir de ce moment-là, et qu'ils ne vont peut-être plus aussi facilement être manipulés par l'auteur des violences. Donc plus l'enfant gagne en âge, plus il gagne en compétences, plus il gagne en autonomie, et plus il aura finalement un bagage qui va pouvoir peut-être permettre qu'il s'extrait de cette emprise et de ces violences. La violence conjugale entraîne des troubles psychotraumatiques extrêmement graves chez l'enfant, avec des conséquences sur sa santé, des conséquences sur son développement psychomoteur, des conséquences sur le développement de sa personnalité et sur ce que finalement son identité. Pour les enfants, le risque énorme de reproduire ce qu'il a vécu dans son enfance, parce que potentiellement pour lui, c'est un mode de communication et de conjugalité normal, entre guillemets, et donc c'est le risque d'une reproduction de ces violences dans le cadre de ces relations amoureuses futures. Pour un enfant, c'est très difficile. Quand il va être, par exemple, pour un couple séparé, avec son père, il va falloir que ça fonctionne bien avec son papa, qu'il ne puisse pas être victime lui-même de violence. Donc forcément, on va faire comme papa a l'intention qu'il fasse et ce qu'il fasse. Et puis de la même manière, quand on est avec maman, on essaie de plier aux règles que va donner maman. Et finalement, dans la construction psychique de l'enfant, il va être tout le temps ballotté entre ces deux positions. Et c'est très difficile de s'y retrouver pour un enfant. Quelles sont les conséquences des violences conjugales sur la grossesse? C'est que ça a des risques pour la mère comme pour l'enfant. Ça, c'est une étude de Silverman qui avait été menée en 2006, qui a démontré que du côté des femmes enceintes, il y a des nausées sévères, beaucoup plus fréquentes. Il peut y avoir également des risques de fausses couches qui sont presque doublés dans le cadre de violences conjugales. Il peut y avoir aussi des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle et le diabète qui sont majorés en gros de 40% chez une victime de violences conjugales. Et puis il peut y avoir aussi des hémorragies fœto-maternelles dues à des coups qui peuvent être portés au niveau du ventre. Et puis finalement, il peut y avoir aussi rupture prématurée des membranes, c'est-à-dire un accouchement prématuré,
Et notamment, c'est majoré à 60% ce risque-là. Donc chez l'enfant, chez le bébé à naître, eh bien, évidemment que ça, par conséquence, engendre un risque de prématurité qui est majoré de 37% notamment. Un risque aussi d'hypotrophie à la naissance, c'est-à-dire que souvent on retrouve des retards de croissance in utero qui ont été créés par ces violences, qui sont majorés de 21%. Il peut y avoir des enfants qui naissent même avec des plaies, avec des fractures, des lésions intracrâniennes. Et puis, ça peut aussi même conduire finalement à la mort fœtale in utero, parce que s'il y a rupture des membranes et si effectivement il y a une prématurité, eh bien, le bébé peut être amené à décéder, bien évidemment. Ça double également le risque de dépression maternelle. Donc là, on ne parle plus physiquement, mais une fois que le bébé est né, ça va effectivement fragiliser la construction du lien entre la mère et le bébé. Et ça va finalement impacter l'attachement peut-être précoce qui ne va pas se faire de la même façon que quand il n'y a pas de violence conjugale. Les structures de ce qu'on appelle le système limbique, les structures cérébrales qui sont le centre de nos émotions et qui gèrent les émotions, sont déjà fonctionnelles au dernier trimestre de grossesse. Et donc un enfant qui est porté par une maman qui est sous emprise et qui vit de la violence va déjà finalement être impacté et avoir une mémoire émotionnelle des violences, même s'il ne va pas pouvoir les exprimer, les verbaliser, en avoir un souvenir particulier, il y aura quand même la mémoire émotionnelle qui va être impactée pour le devenir de cet enfant. Dès la naissance, un nouveau-né qui est issu d'un couple où il y a de la violence conjugale, il peut y avoir déjà des troubles repérables, observables très rapidement, comme par exemple des pleurs inexpliqués, un bébé qui ne va jamais pouvoir être consolé, jamais pouvoir être calmé, voilà, des pleurs incoercibles, inexpliqués, ou au contraire un bébé qui ne va pas du tout se manifester. Donc à l'effet inverse, ça peut être un bébé complètement silencieux, qui ne réclame jamais ses biberons, qui essaie, je pense, d'être le plus discret possible pour se noyer dans l'atmosphère. Et puis, il peut y avoir aussi des troubles du sommeil, des troubles de l'endormissement, des troubles de l'alimentation, avec des bébés, ceux qui notamment n'osent pas réclamer, eh ben, ils ne vont pas oser réclamer pour non plus s'alimenter. Et il peut y avoir des troubles de l'alimentation chez le nourrisson très rapidement. Et puis aussi, ça peut conduire à de la dépression, ce qu'on appelle chez le nourrisson un peu la dépression blanche du nourrisson, où ce bébé finalement, dès les premiers jours ou les premières semaines de sa vie, il ne va pas bien du tout. Il faut bien comprendre quand même que la mère, c'est l'objet d'attachement primaire pour le bébé, et que quand il y a une violence à l'encontre de sa mère, qui le porte dans ses bras, le bébé va exactement vivre cette violence comme s'il était lui-même l'objet des coups portés ou l'objet des menaces ou l'objet de la violence verbale ou de la violence psychologique. Donc c'est un enjeu de santé publique parce que finalement on s'aperçoit que ça pose la question de la transmission intergénérationnelle des violences. Dans le cadre des violences conjugales, il y a 60% de risque qu'un enfant développe des troubles de stress post-traumatique. Ça peut être des problèmes de santé. L'enfant peut être souvent malade. Il peut avoir des problèmes ORL, il peut être des problèmes d'allergie. Il peut avoir des comportements régressifs, c'est-à-dire à nouveau faire pipi au lit, alors qu'il était très propre. Il peut avoir des troubles de l'adaptation, c'est-à-dire avoir toujours peur, être sur le qui-vive, être très anxieux, voire dépressif, ou agressif. Et personne ne comprend. Personne ne comprend pourquoi il se comporte comme ça, personne ne comprend. Ou alors avoir des gros problèmes à l'école, enfin, bon, pas à 3 ans, mais avoir des comportements régressifs auprès des personnes qui peuvent s'en occuper. À l'école, plus tard, il peut avoir des problèmes dans ses résultats scolaires. Il a des troubles de l'attention, des troubles de concentration, ce qui n'aide pas dans son apprentissage. Il peut avoir des conduites à risque aussi, par exemple, quand il y a sa mémoire traumatique qui est trop réveillée, qu'il faut qu'il dissocie pour justement l'apaiser. Un enfant, il peut, par exemple, se mettre en danger en traversant une ligne de chemin de fer.
Ça, c'est des conduites à risque. Voilà. Alors à l'adolescence, c'est autre chose, les conduites à risque. Ça peut être la consommation de substances, d'alcool, de drogue, se scarifier, il y a différents symptômes. Cet enfant, son narcissisme, son identité, sa capacité identitaire vont être extrêmement touchés, vont être complètement vampirisés par ce qu'il a vécu, vont être complètement abîmés, voire complètement détruits. Écoute-moi bien, Benjamin. Tu vas partir rejoindre Sarah chez les voisins. Ça devient trop dangereux ici. Moi, je dois partir, d'accord? Mais tu t'inquiètes surtout pas, mon chéri. Je viendrai vous chercher demain, d'accord? D'accord? Bruno, c'est Alice, ouvre-moi, je vous en prie. Oui, bien sûr, entrez. Allô, papa? Cette personne va avoir une forme de difficulté dans sa régulation émotionnelle. Une difficulté aussi à faire confiance à l'autre, à pouvoir créer aussi des liens. Enfin, tout ça, c'est un peu compliqué. Et en fonction de ce que lui aura mis en place pour s'ajuster dans ce climat donc, de violence intrafamiliale, il aura donc mis en place des rôles. Celui par exemple du petit agresseur, celui du petit parent, enfin voilà, il peut mettre en place donc des rôles par rapport à ce qu'il vit pour pouvoir continuer à exister, pouvoir continuer à être là. Et comme il a vécu des années infusé de ce climat de violence conjugale, il en a imprégné le mode de fonctionnement. Il en a imprégné que peut-être les conflits se règlent à coup d'humiliation, à coup de dénigrement, voire peut-être à coup de coups. La violence conjugale, c'est vraiment une volonté délibérée de détruire la personne, de nuire à la personne. Donc l'enfant, il est partie prenante dedans. Donc en effet, un enfant, soit il va réagir en étant très, très agressif, avec les autres, avec son environnement, et personne ne comprendra, ou soit il va être complètement replié sur lui-même. Oui. C'est-à-dire très timide, n'exprimant pas grand-chose, n'osant pas, et donc extrêmement anxieux, et allant même jusqu'à une dépression. L'enfant qui va être traumatisé dans le cadre de violences conjugales, il peut jouer, alors donc ça rassure les adultes vont se dire oh bah c'est qu'il va pas trop mal, il joue et puis il va oublier et puis il n'a pas tout compris, puis il n'a pas entendu. Sauf que si un enfant s'entend tout, une enfant c'est une éponge, hein, c'est comme une éponge, c'est-à-dire que l'enfant il n'a pas besoin de parole, c'est qu'il ressent les choses. Et son jeu, par contre, si on est professionnel et si on sait bien le repérer, ce sera un jeu qui répétera tout le temps le traumatisme. Il n'y aura aucun plaisir dans ce jeu-là de l'enfant, ce sera compulsif. Lui cherchera toujours, ça ne l'apaisera jamais ce jeu-là. Il répétera tout le temps. Donc l'enfant, c'est sa seule façon qu'il ait, sauf que ça ne le calme pas. Avec un professionnel, des professionnels qui savent repérer ça, en effet, on peut le sortir de ce jeu traumatique et l'aider un peu plus à élaborer. Parce que ce qu'il cherche, l'enfant, par la répétition, c'est justement de trouver du sens. Il n'y a pas de sens à la violence conjugale, il n'arrive pas à en trouver de sens. Et d'autant plus qu'il est dépendant. L'enfant est dépendant et vulnérable de ses parents, mais qu'il n'arrive pas à lui procurer de la sécurité, parce qu'eux-mêmes sont débordés par ce qu'ils vivent, les parents. Donc, la plupart du temps, les enfants, ils vont ils peuvent avoir un monde imaginaire ou un ami imaginaire. En effet, l'enfant, lui, par exemple, va être complètement imbibé de ce climat, de cette ambiance. Il va observer à la fois l'agresseur, à la fois l'agressé.
Que faire? Que faire face à ça? Comment faire? Je ne sais pas. Voilà, je me pose en survie, moi, parce que va falloir que je me protège, va falloir que je sois en sécurité. Je ne peux pas compter sur l'un, je ne peux pas compter sur l'autre. Et à la fois, je suis un enfant et je veux co-réguler les affects de mon système familial, quoi. Donc j'ai aussi ça sur moi, quoi. J'ai aussi ça sur mes épaules. Et voilà. Et pour qu'un enfant, 50 ans après, regarde son histoire et ose mettre des mots dessus, quand il n'y a pas eu quelque chose de visuel, de physique, bah c'est compliqué. Il y a des gens qui arrivent ici en me disant « je sais pas, je viens là, mais vous savez, moi je suis pas victime, hein, mais bon… Et au fur et à mesure, ils dressent une situation en effet de négligence, voire vraiment de maltraitance dans l'enfance. C'est énorme, c'est énorme. Tout en interrogeant leur vie d'aujourd'hui sur leur relation avec leurs conjoints, avec leurs enfants, avec les institutions, même avec l'employeur, avec tout ça, et en se disant, mais au fait, est-ce qu'il n'y a pas un lien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Effectivement, il y aura forcément des conséquences et des troubles psychotraumatiques chez ces enfants qui ont vécu dans ce système de violence, qui vont peut-être exploser plus tard, quand il sera un peu plus grand, et dont il ne pourra pas avoir réellement le souvenir ni la connaissance de l'origine de ces troubles psychotraumatiques. L'enfant, il va se construire de cette manière-là, et donc que sa personnalité peut être vraiment très empreinte de ce climat-là, en termes de répétition possible pour l'avenir, en termes de troubles de la personnalité pour l'avenir, en termes aussi d'impact, en termes de criminologie, parce qu'il peut y avoir des passages à l'acte, des choses comme ça, enfin voilà. Ici, par exemple, une personne qui a eu du mal à réguler une séparation et qui est passée à un acte infractionnel. Et son père, antérieurement, a tué son épouse. Donc voilà, c'est un mode de fonctionnement vraiment qui peut être en effet complètement engrammé dans le cerveau, en fait. Les études ont démontré que les profilages de personnes qui étaient agresseurs dans le cadre de cette victimisation intrafamiliale, il y avait une partie égocentrique, mais il y avait une partie immaturité. Avec l'égocentrisme, on ne peut pas bouger les choses, c'est du béton armé, c'est du blindé. Par contre, si cette configuration-là, versus agresseur, est liée à une immaturité, on peut faire bouger les choses. On peut faire bouger les choses. Il peut avoir des consciences, il peut avoir une compréhension de sa mécanique personnelle qui est liée à son immaturité, qui est liée à ses blessures narcissiques, qui est liée à tout ça. Par contre, si c'est de l'égocentrisme, névrotique et égocentrisme, là pour le coup c'est du béton armé, on ne pourra rien faire. Mais en tout cas, il y a une partie des agresseurs qui sont sur un champ d'immaturité dans la relation à l'autre. Et dans sa propre relation à lui-même d'ailleurs. Donc là-dessus, on peut faire des choses, on peut faire quelque chose. Pour le coup, ce n'est pas irrémédiable. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de groupes de parole pour le coup, là c'est genré, pour les hommes violents dans le cadre de violences conjugales qui sont pris en charge après. Je pense que c'est essentiel d'arrêter de penser que quand on est victime de violence, forcément, on va pouvoir énumérer les faits qui se sont passés, on va pleurer, on va être dans l'expression de la douleur. C'est pas forcément le cas. On sait très bien que dans le cadre de la sidération, la victime, elle est un peu comme dédoublée et elle peut être dans l'incapacité de se souvenir des faits, dans l'incapacité d'exprimer une chronologie des faits. Ça va expliquer aussi pourquoi la victime n'est pas partie, pourquoi elle n'a pas forcément cherché à se débattre, et aussi pourquoi potentiellement elle peut paraître impassible alors qu'elle a vécu les pires horreurs. On peut très bien montrer à une victime le cycle de la violence, montrer à une victime le mécanisme qui se passe dans son cerveau pour lui expliquer, pour aussi dédramatiser. Ce n'est pas elle qui est responsable, ce n'est pas elle qui implique que son conjoint, c'est elle qui l'a fait devenir violent.
et que voilà, il y a tous ces mécanismes-là qui se mettent en place. L'idée, c'est vraiment d'apporter des connaissances que moi, je n'avais pas non plus à un moment donné, sur qu'est-ce que c'est que le psychotraumatisme, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conséquences. Ça ne veut pas dire qu'avant, ceux qui ne connaissent pas font mal, je ne suis pas en train de dire ça, mais il faut bien comprendre ce que c'est que le psychotraumatisme et les conséquences qu'il y a après. Ce que je souhaite mettre en avant, c'est la réalité non vue. En effet, dès que ça se voit, là on peut parler de violence conjugale. Mais c'est le petit bout de l'iceberg. La réalité de la violence conjugale, c'est toute la violence psychologique, c'est toutes les attitudes, les propos, c'est tout ce qui est en train de se passer en termes de systémique et en termes d'impact. Cet enfant-là, son devenir, il est programmé traumatique. Cet enfant-là, son devenir d'homme, son devenir de femme, est programmé traumatique. Cette personne-là, cet enfant-là, son devenir de parent est programmé comment? Aujourd'hui, on peut poser les choses, on peut expliquer la psychotrauma, on peut expliquer les incidences neurobiologiques, neurophysiologiques qui se passent quand cette personne est complètement pétrifiée, quand son psychisme est pétrifié, saisi, paralysé, qu'elle n'arrive même pas à répliquer à ce qui est en train de se passer, de par ce système d'emprise, C'est ça. Aujourd'hui, on a tous ces éléments-là, mais c'est magnifique. Alors donnons la possibilité, donnons la chance, donnons la possibilité à ces enfants d'aujourd'hui qui subissent ça, à ces personnes d'aujourd'hui qui subissent ça, d'avoir un devenir moins traumatique, d'avoir un devenir plus en équation de leur vie, de leur être, de leur possibilité aussi un jour d'être peut-être parents, d'être peut-être mari et femme, dans une configuration saine. Au-delà des violences physiques, la dimension psychologique est très importante et donc le psychotraumatisme doit évidemment être pris en compte, peut-être même être mieux pris en compte qu'il ne l'était jusqu'alors. Et donc ce film, par les illustrations, par les témoignages, par les outils qu'il apporte, aidera, je l'espère, l'ensemble des professionnels concernés.